Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à un nouvel épisode de Ubique de Toumdé. Comme vous le savez, on a un autre slogan qui est Toumdé, ta vision est ta boussole. Et ce soir, nous recevons une dame qui a une grande vision. Nous allons demander à mademoiselle Annick Bado de nous en dire plus sur sa vision. Alors, madame Annick Bado, nous allons vous demander de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas et de nous en dire plus sur votre parcours et votre parcours entrepreneurial. Ok. Bonsoir, bonsoir Toumdé. Merci pour l'opportunité. Bonsoir à tous. Je suis Annick Bado. Je suis ingénieure génie civil. Je suis chef de projet dans un groupe, une entreprise de construction. J'ai un business en ligne que j'ai développé depuis 2016 et j'ai aussi une organisation à but non lucratif qui milite pour l'autonomisation féminine et la participation des jeunes femmes dans la bonne gouvernance. Donc, c'est ce que je fais C'est ce que vous faites. dans la vie active. Donc on peut dire que vous êtes multitâche alors. On Parce va que, dire ça comme ça. parce que le process de toutes ces différentes activités, c'est pas simple à gérer et tout. Alors ma première question va se situer là. Je vais vous demander pourquoi déjà choisir le génie civil. Euh, la question me fait un peu rire parce que généralement, les gens choisissent ce genre de métier par passion. Moi, ce n'était pas vraiment une passion, mais disons que depuis petite, j'ai toujours voulu travailler avec mon père. Et mon père est dans la construction. Donc, quand j'ai eu le bac, moi, je suis très bonne dans les sciences, physique, chimie, maths, je suis très bonne dans les sciences. Et j'ai dit, OK, tu as une très bonne moyenne, tu t'en sors en sciences, pourquoi ne pas aller faire un métier qui va te rapprocher de ton papa? Et c'est là, j'ai été sélectionnée à l'École nationale supérieure des ingénieurs du Togo pour faire mon cycle d'ingénieur là-bas. Et là, quand j'ai fini, j'ai eu l'opportunité de continuer dans la vie professionnelle avec mon père. Donc, c'est vraiment ce qui m'a conduit dans le génie civil, Ok, ok, premièrement. ok. Wow, ça c'est important en tout cas de savoir ce qu'on veut et là où on veut aller. Mais pourquoi forcément, avec tout ce qu'on dit sur le génie civil, c'est-à-dire c'est pas un métier de femme, c'est pas un C'est plutôt métier un là où, métier bon d'homme. voilà, les femmes veulent pas se salir, tout ça. Mais qu'est-ce que tu as à dire en fonction de ça? En fait, le génie civil est très vaste, hein. Le génie civil ne concerne pas uniquement la construction ou la réalisation euh, de façon, je vais dire ça comme ça. Il y a aussi la conception derrière. Il y a aussi la conception derrière qui concerne le génie civil. Il y a, je vais dire quoi, le suivi, il y a la réalisation, il y a même le laboratoire. Tout ça, c'est toujours dans le génie civil. Donc, le génie civil est très vaste et tout dépend de là où tu te plais. Il y a les routes, il y a les bâtiments, il y a les travaux publics, les ponts, les barrages, etc. Donc, tu choisis le domaine qui te convient. Et aussi, c'est vrai, généralement, les femmes sont assez coquettes, elles n'aiment pas se salir, etc. Mais lorsqu'une femme veut faire quelque chose et qu'elle a envie vraiment de le faire, elle se donne les moyens. Et si elle a envie de faire du génie civil, même si on dit c'est un métier d'homme, on se salit là-bas, etc., elle trouvera le moyen de faire ce qu'elle a envie de faire tout en restant dans sa féminité. Et c'est ce que moi j'ai réussi à faire. Et il y a beaucoup de jeunes femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont dans le domaine de génie civil, qui ne sont pas forcément sur le terrain avec des bottes, qui sont peut-être la tête qui réfléchit derrière dans la conception, ou qui sont des entrepreneurs, par exemple, ou qui sont dans les marchés publics, ou qui sont dans les laboratoires. C'est tellement vaste. Donc, ce n'est pas seulement sur le terrain à couler le béton. Ok, ok, pas de souci. Oui. Donc du coup, si je veux bien comprendre, là vous avez fini le Oui. parcours pour le génie civil et tout, mais comment ça se passe aussi avec vos autres structures? Parce que j'ai entendu que vous alliez parler d'une association, de la gestion de projet et tout. Comment vous faites pour manager votre temps et pouvoir jauger entre toutes ces différentes activités? C'est, c'est une organisation. En réalité, je suis passionnée par tout ce que je fais, Ok, que ce soit le milieu associatif dans lequel je suis très, très engagée, très impliquée. Et généralement, même les gens me connaissent plus pour cette casquette de militante ou activiste, pas pour mon côté ingénieur, etc. Donc, je fais ces choses par passion, que ce soit pour le milieu associatif, que ce soit pour le milieu professionnel, d'autant plus que ça donne de l'argent, que ce soit pour le business que j'ai développé il y a très longtemps.
je les fais par passion et ça me rapporte aussi. Donc, ça me permet de m'organiser parce que ce n'est plus un fardeau en tant que tel. Ce n'est plus vraiment un fardeau parce que je trouve mon compte dans tout ce que je fais. Et aussi, je m'organise beaucoup. Je m'organise beaucoup. Je ne fais pas, par exemple, tout ce qui concerne l'engagement social. Ce n'est pas chaque jour. C'est généralement les week-ends ou bien j'ai toute une équipe et j'ai vraiment une équipe très dynamique avec laquelle je travaille dans plusieurs pays. Donc, on est organisé en départements, en pôles, etc. Donc, il y a des équipes qui gèrent ça. Et ce n'est pas chaque jour parce que, bon, voilà, ce n'est pas chaque jour. Il faut chercher de l'argent. Et pour le professionnel, c'est ça qui me prend plus le temps. Donc, on sait que de lundi à vendredi, ça concerne le boulot, ça concerne le génie civil. Mon business aussi, je le gère en ligne. Donc, c'est vraiment une question d'organisation et de passion aussi qui dirige un peu mes actions. Un peu les actions, ok. Je crois avoir compris que votre association s'appelle Yowi Center. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer Yowi Center? Ok, on va dire femme d'impact parce qu'on est en train l'association est en train de devenir un centre de Yowi Center, mais on va dire femme d'impact. Donc l'association actuellement se nomme Femme d'impact et j'ai mis en place cette association premièrement parce que c'était en 2019, j'étais en Afrique du Sud où j'ai participé à un forum de jeunes et il y avait un représentant par pays. Donc, on avait, presque tous les pays étaient là, des pays que je n'avais jamais entendu parler. Donc, il y avait des représentants de presque tous les pays et on était là-bas. Moi, j'avais été sélectionnée dans le compte du Burkina. Donc, quand je suis allée, moi, j'avais déjà la vingtaine par là. Tout le reste, ils avaient entre 14 et 19 ans. Et quand je les écoutais parler de l'impact qu'ils avaient dans leur pays, je disais, mais waouh, il faut que les jeunes chez moi sachent qu'il y a des jeunes de 14 ans qui sont déjà en train d'impacter avec la technologie dans leur pays, qui sont déjà en train d'impacter même dans le social, qui n'attendent pas forcément de l'argent pour faire de l'impact dans leur pays. Donc quand j'ai vu tout ça, j'ai été inspirée, j'ai été impactée et j'ai dit, OK, je repars dans mon pays et je crée un réseau de femmes, premièrement, qui va profiter de tout ce que moi je profite dans ces différents pays anglophones. Et aussi, on va faire de l'impact dans nos pays, d'où le nom Femmes d'impact. Donc, on a lancé ça en 2020 et on est principalement dans deux domaines, l'autonomisation féminine, l'éducation. Dernièrement, on a ajouté la gouvernance, la participation dans la bonne gouvernance à cause du contexte. Et l'autonomisation, premièrement, donc notre première activité, on a réuni 100 filles mères qu'on a formées dans des activités rémunératrices. On les a accompagnées avec des kits parce qu'on s'est dit, OK, si on va passer le temps à donner peut-être des fournitures, de la nourriture à leurs enfants, c'est compliqué. Mais si on les apprend à faire un métier, si on les aide peut-être avec une activité rémunératrice, on est sûr qu'elles-mêmes pourront être autonomes. Donc c'est là où on a formé 100 filles mères c'était presque une semaine. On a formé 100 filles mères, on les a appris à faire du savon, on les a appris à faire des sacs en paille, des sacs en cuir, etc. On les a appris aussi à faire il y a eu une formation en pâtisserie aussi. On leur a donné des kits, elles se sont lancées, etc. Et ces deux-là, on a dit OK, donc c'est parti. On va continuer à faire de l'impact autant que possible. Et à la suite de ça, vous avez dû remarquer certains changements. Quels changements vous avez pu observer vis-à-vis de ces femmes-là au début, avant d'être là? C'est vrai que c'était pas facile, mais bon. Après la formation, elles ont continué dedans, ou il y en a qui se sont redirigées vers un autre métier? Oui, il y en a en tout cas qui ont abandonné. Il y en a qui ont abandonné à mi-chemin. Il y en a qu'on a pu suivre et on est quand même fiers parce qu'il y a une, par exemple, dernièrement qu'on continue de suivre. Elle a pu scolariser son enfant qui continue les études tranquillement. Super. Elle n'a plus eu besoin de notre aide pour scolariser son enfant. Et c'est tout ce qu'on cherchait en fait. Il y a une aussi, on a même participé à son mariage dernièrement. Elle nous a invités à son mariage. Elle disait que c'est grâce à nous aussi. Elle a pu se relever, si elle a pu entreprendre et aujourd'hui elle est assez stable et tout. Donc, les changements sont pas très grands, mais c'est ça aussi qui fait la beauté de la chose. Tant qu'on peut jeter, tant qu'on peut on peut jeter juste une graine sur la terre et que ça va repousser, on le fait. Donc c'est un peu ça. Okay. Bon, moi, ma question serait plus axée sur pourquoi le Togo? Ok. Pourquoi le Togo? J'ai eu mon bac très jeune
Et mes parents trouvaient que j'étais trop jeune pour... J'avais même eu une bourse pour le Maroc, hein. Et j'avais eu plusieurs bourses, mais les parents trouvaient que j'étais trop jeune pour aller dans un pays qui sera trop loin, parce qu'ils supposent que je vais tomber dans la dépression ou un truc comme ça et je vais vouloir revenir à la maison. Parce qu'avant ça, j'avais jamais fait plus de 3 mois loin des parents. Donc c'est là ils ont dit, bon, Togo est à côté, va là-bas, on va voir si tu tiens. Et après, on verra. Après, on n'a pas vu. Mais bon, finalement, c'était... Parce qu'il faut noter aussi que l'école des ingénieurs du Togo, c'est une très grande école dans la sous-région, elle est quand même reconnue pour la qualité de sa formation. L'INSI, les gens connaissent ça sous le nom de l'INSI, donc École nationale supérieure des ingénieurs du Togo. Et cette école, par exemple, il y a des milliers de candidatures chaque année et ils sélectionnent que 15 étudiants. Donc, il y a des promotions où il y a à peine 15 étudiants dans la classe. Il y a des promotions où il n'y a même pas de femmes dans la classe. Tellement le test est très dur, l'étude de dossier aussi, etc. Parce qu'ils veulent vraiment mettre l'accent sur la formation et ils veulent juste quelques personnes. Donc, c'était aussi une bonne partie. Et comme papa est dans le domaine, il s'est dit, l'INSI aussi n'est pas mal. Donc, on va aller à l'INSI. Ok, ok. Mais bon, je suppose que ça vous a forcément donné des débouchés et tout. Mais est-ce que, à la fin, pourquoi votre impact s'est posé que sur les femmes? Pourquoi mon impact s'est posé sur les femmes? Je me dis, il y a quand on parle de leadership dans notre société, on ne voit pas beaucoup de femmes. C'est maintenant que c'est en train de prendre. Maintenant, on voit beaucoup de jeunes femmes sur la place et tout. Mais quand on parle de leadership, même par exemple dans le domaine du génie civil, quand on parle des leaders, des chefs de projet, des grands entrepreneurs, vous n'allez pas voir beaucoup de noms de femmes qui vont apparaître là tout de suite. Si je vous demande par exemple quelles sont les grandes entreprises de génie civil, de construction au Burkina, je suis sûre que peut-être vous allez me citer Canazue ou Ebomaf ou je ne sais pas, vous allez me citer pas mal de noms, mais rarement vous allez trouver des noms de femmes. Et je me suis dit, ok, tu es non seulement dans un domaine dit homme, tu as eu l'opportunité de voyager, de voir ce que les autres femmes font dans les autres pays. Donc, essaie de trouver des copines, inculque-les ce que tu vois, et puis on va essayer de transmettre le flambeau à d'autres jeunes femmes. C'est un peu ça qui a guidé. Mais je ne me concentre pas uniquement sur la femme, parce que je pense que ça sera une manière de déséquilibrer la société dans quelques années si on ne se concentre que sur la femme. Donc, c'est vrai, mon association, les membres actifs sont des femmes, mais il y a les membres sympathisants, il y a les partenaires qui sont des hommes, parce qu'on est dans un monde d'hommes et de femmes. Donc, voilà. Bon, en vue de ça, qu'est-ce que vous avez eu des mentors durant votre parcours et tout, et quels ont été vos objectifs pour déjà pour l'association et aussi pour votre parcours? Oui, je suis, souvent même je dis ça, je suis un pur produit du mentorat. J'ai l'habitude de dire ça, je suis un pur produit du mentorat. Et durant tout mon parcours, que ce soit dans le génie civil, ceux même qui m'ont tendu la main pour le poste que j'occupe aujourd'hui, ce sont mes mentors. Que ce soit dans le milieu associatif, tous ces voyages que je fais quand je représente le pays dans d'autres pays, c'est des recommandations à travers mes mentors. Tout ce que je fais, même dans mon business que j'ai développé en ligne, la plupart, franchement, je suis un produit du mentorat. Et si j'ai un conseil à donner à chaque personne qui veut arriver à un certain niveau dans la vie, il faut avoir un mentor derrière. Parce que eux, ils connaissent le chemin. Ils ont été jeunes comme nous, ils ont traversé ce qu'on est en train de traverser. Et à travers leurs erreurs, on peut éviter nous-mêmes nos propres erreurs de jeunesse. Et je suis vraiment... je suis fière de dire que j'ai des mentors derrière moi. Ne serait-ce que le milieu associatif, par exemple. Dernièrement, j'étais au Sénégal pour plaider pour la participation des jeunes dans la bonne gouvernance et autres. Et j'ai été recommandée par mon mentor. Et quand je suis allée là-bas, ils m'ont dit tout de suite, c'était sur sélection, etc. Mais c'est ton mentor qui nous a recommandé parce qu'elle a dit tu as un bon profil. Dans le poste que j'occupe aujourd'hui, j'ai été formée par mon mentor et quand le moment est venu pour qu'on me recommande, il m'a recommandé. Et les objectifs que je me fixe généralement avec mes mentors, c'est d'apprendre. C'est que quand je suis devant eux, je me positionne en un enfant qui ne connaît rien et qui veut recevoir
pas mal de connaissances. Donc, je reçois d'eux, je regarde à ce qu'ils font, je regarde à ce qu'ils disent et je choisis ce qui me convient parce qu'ils ne sont pas tous parfaits ou bien ils ne sont pas nécessairement là où je veux aller, mais ils sont une partie de là où je veux aller. Donc, je regarde à ce qu'ils font, je choisis ce qui me convient et puis voilà. Donc, je suis vraiment entourée de mentors. Ça, c'est... Oui, Ok. Donc, à ce que vous avez dit, c'est très important aussi de se former, oui, d'avoir la bonne information et puis d'avoir des bons mentors. oui. Parce qu'aujourd'hui, bon, on remarque que chacun veut se construire tout seul. Et souvent, c'est un peu compliqué parce que souvent, on peut avoir un petit coup de pouce qui va vraiment changer le cours de l'histoire. Parce que souvent, on remarque que, bon, ici, généralement, bon, je vais dire ici parce que, bon, souvent, c'est, même pour les jeunes disent dans les réseaux sociaux et tout, même pour avoir un stage, il faut C'est connaître compliqué. quelqu'un, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais bon, il faut toujours connaître quelqu'un parce que tout le monde est important à quelque part. Parce que même une petite personne peut t'aider dans un grand niveau. Donc, bon, Exactement. c'est vraiment chose bien dite. Il faut toujours s'entourer de bons mentors, en tout cas, et puis aussi piocher que les enseignements qui te seront nécessaires. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on dit aussi qui sera forcément nécessaire, mais qui sera forcément approprié à toi, ton parcours. Exactement. Mais, Moi, j'ai vas-y. une petite question. Oui, Concernant le choix du mentor, oui. comment être sûr que j'ai fait le choix de la bonne personne, j'ai choisi un bon mentor? Moi, je me dis, je regarde à là où je veux aller. Je regarde au domaine qui me concerne. Parce qu'il faut dire que je n'ai pas qu'un seul mentor. J'ai différents mentors selon les domaines de ma vie. Vous avez pu constater que je porte plusieurs casquettes. Donc, selon le domaine, je regarde à la personne qui convient le mieux à ce domaine-là. Je regarde à sa vie, je regarde à ce que la personne dit, à sa représentation dans la société et je choisis en fonction. Il y a d'autres aussi qui, je dis quoi, le coût de la vie me rapproche de certaines personnes. Et par la sagesse aussi, tu regardes, tu n'écoutes pas tout, tu n'enregistres pas tout, pas parce que peut-être, je sais pas, tu as envie de devenir le prochain grand entrepreneur du Burkina et voilà, par les circonstances de la vie, tu rencontres le grand entrepreneur du Burkina et tu commences à dire, bon, je vais le prendre comme mon mentor. Bon, il n'a peut-être pas suivi le bon chemin pour arriver là où il est. Donc, si tu regardes seulement là où tu veux aller pour le choisir, ça peut être compliqué. Donc, on regarde à là où il est, on regarde à ses valeurs, on regarde à la compatibilité, on regarde à beaucoup de choses autour quand même pour faire le choix. Et c'est ce que moi j'ai fait quand même. Et j'ai aussi vu dans cette petite vie que j'ai eue que la vie est faite quand même d'assez de saisons. Et il y a des saisons où il y a des gens qu'il faut pour ces saisons. Quand la saison finit, une autre saison avec une autre personne. Donc, de saison à saison, je suis passée d'étape en étape, de mentor en mentor, etc. Tout en vous entourant de bonnes personnes. Oui, franchement, je rends grâce pour ces personnes ces aînés autour de moi qui me poussent quand même. Et je ne dirais pas que c'est... D'autres diront par exemple, non, c'est parce qu'elle connaît des gens, etc. Je dirais, c'est pas que je connais des gens, c'est juste que, en fait, ça dépend de comment tu te positionnes aussi devant eux. Ça dépend de comment tu te positionnes certainement. Bon, moi, j'avais une petite question un peu dirigée vers l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous de vous lancer dans l'entrepreneuriat ou bien de créer un business en ligne? Ok. Euh, ça Dis-toi va. même, le business en ligne, ça Ça concerne concerne quoi? quoi? Ok. Je vais un peu décrire l'histoire derrière ce business et pourquoi j'ai commencé. Bon, j'entends souvent certains entrepreneurs dire que c'est la passion qui les a guidés, c'est, je sais pas, le besoin de trouver une solution à un problème. Moi, c'est l'argent. C'est honnête au moins. Franchement dit, j'étais à l'université, ça n'allait pas, c'était chaud. Et je suis au Togo. Et bon, depuis petite, j'ai quand même ce côté business-là assez développé. Je vendais des petits trucs. Je faisais du tofi, je donnais aux boutiquiers pour vendre. Je n'ai jamais aimé manquer d'argent depuis petite. Donc, lorsque je suis allée à l'université, loin des parents, et quand ça commençait à manquer, je suis rentrée dans le grand marché du Togo et j'ai commencé à sillonner comment je peux développer quelque chose qui va me rapporter de l'argent. Donc, c'est ce qui m'a conduit premièrement
comment développer un business. Et j'ai remarqué, j'ai saisi une opportunité j'avais quand même un réseau de quelques, depuis 2015 par là. Hein. Donc j'avais quand même ce réseau d'amis qui aimaient tout ce que je portais. Donc quand je porte quelque chose, je dis, ah, tu as eu ça ou ah, tu es à Lomé, est-ce que tu peux me rapporter ça? J'aime ce que tu as porté. Ah, je veux venir à Lomé, mais je n'ai pas de moyen de transport. Est-ce que tu peux me chercher ça dans le grand marché? Tu m'envoies. Donc, quand ces petites informations venaient vers moi, je me suis dit, OK, et si tu te positionnais en intermédiaire entre ces fournisseurs-là et ces revendeurs qui ne veulent pas se déplacer? Et c'est là où je me suis positionnée comme ça. Donc, j'ai créé ma petite plateforme en ligne et j'ai dit, OK, si vous êtes revendeur au Burkina, à Ouaga, et que vous ne voulez pas vous déplacer à Lomé, surtout les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent prendre les articles à Lomé pour les vendre au Burkina. Donc, quand elles viennent, généralement, elles doivent encore faire plusieurs jours au marché pour trouver les fournisseurs. Et moi, je maîtrisais déjà ça. J'avais déjà un large carnet d'adresses de fournisseurs et tout. J'ai dit, pas besoin de vous déplacer à Lomé. Moi, je peux vous mettre en relation avec les fournisseurs et vous allez prendre directement chez moi. Donc, je n'ai pas de stock. Vous prenez chez moi comme si vous preniez directement chez le fournisseur. Et moi, je m'attends avec le fournisseur et puis j'ai des rabais. Donc, c'est comme ça que je me suis positionnée pour commencer ce business. Et aujourd'hui, ça s'est développé en griffe. Et j'ai préféré ne pas faire de stock karma. C'est toujours en ligne. Donc, quand il y a des gens qui veulent des fournisseurs à Lomé, ils passent par moi et je les mets dans ma plateforme. Ils ont accès à toute forme d'articles. Quand je dis articles, c'est vraiment tout, que ce soit les vêtements, que ce soit les matériels, l'électroménager, même les voitures, que ce soit les accessoires. Tout ce que je peux trouver au grand marché, quand tu es dans ma plateforme, tu vas voir. Si tu veux quelque chose de spécifique aussi, je peux te mettre en contact avec quelqu'un ou bien je trouve ce que tu veux et puis on discute à faire. Okay. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait. Après que ce business s'est développé, fallait être formel. Et c'est là j'ai carrément créé l'entreprise, j'ai créé GTB. Là, j'ai associé import-export, transport et tout ça. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, je pense que j'ai répondu aux deux questions en même temps. Je vois. OK, mais de cette question découle une autre question. OK. Et donc, de votre parcours et de votre expérience pour l'entrepreneuriat, pour vous, c'est quoi un bon entrepreneur? Pour moi, un bon entrepreneur apporte une solution. Pour moi, un bon entrepreneur apporte une solution. Ou répond à un besoin. Voilà. Je peux dire que mon business aussi est venu répondre à un besoin. À la base, ce n'était pas pour un besoin, c'était pour avoir de l'argent. Donc, je vendais juste des articles. Après, j'ai remarqué qu'il y a des femmes à Ouaga qui ne veulent pas forcément se déplacer au grand marché de Lomé, mais qui cherchent à commencer un business. Et je me suis positionnée comme intermédiaire entre les deux. Donc, c'est apporter une solution aussi. Mais je pense que le bon entrepreneur, il crée une solution quelque part. Et c'est cette solution qui va générer de l'argent pour cette personne. Bon, mais donc, quelle qualité il faut y avoir alors? Quelle qualité il faut avoir? Bon, je ne dirais pas la qualité, mais les qualités. Je ne pense pas qu'il n'y a qu'une seule qualité que la personne devrait avoir. Je pense déjà que la personne doit pouvoir être honnête, doit mettre l'humanité dans ce qu'elle fait. Parce que si tout tourne autour de l'argent, ton château va finir par tomber parce que les gens ne viendront pas vers toi à cause de ta solution. Ou bien tu ne vas pas traiter les gens à leur juste valeur. Or que les clients sont les personnes qui voudraient être considérées à leur juste valeur. Donc si tu n'as pas cette qualité de voir l'humanité dans tout ce que tu fais, par exemple, le service marketing, tu ne sauras pas le faire. Je sais pas, comment recevoir les gens, tu ne sauras pas le faire. Tu as de bons articles, tu as un bon personnel, je sais pas, tu as un bon emplacement, mais les clients ne veulent pas venir chez toi parce que tu ne sais pas les recevoir. Donc, je dirais de ne pas oublier l'humain dans tout ce qu'on fait, peut-être. La relation client, c'est important avec ceux qui viennent vers nous. Moi, j'aimerais bien m'attarder sur un autre volet, sur le volet leadership. Ok. J'aimerais savoir quel style de leadership tu pratiques ou pourquoi. Enfin, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de styles de leadership. Si tu peux nous en dire un peu plus, lequel tu pratiques, pourquoi est-ce que tu le pratiques et puis, enfin, pourquoi c'est le mieux adapté pour toi, tu penses? Ok. Bon, il y a plusieurs styles de leadership. Il y a le leadership autoritaire. Il y a plusieurs types.
Je sais qu'il y a le leadership autoritaire, je sais qu'il y a le leadership en chef de file, je sais qu'il y a le leadership participatif, il y a le leadership délégatif en griffe et peut-être d'autres. Ça, c'est ce que je peux citer là tout de suite. Mais moi, je fonctionne avec le leadership participatif. Déjà parce que j'ai regardé à la personnalité que j'ai. Je suis quelqu'un qui aime le relationnel, qui aime l'être humain, qui aime côtoyer les gens. J'ai cette personnalité-là. Et c'est pourquoi même ma vie, j'ai été conduite dans les organisations non gouvernementales, etc. Donc, quand j'ai regardé à ma personnalité et j'ai regardé à mon rapport avec les autres, j'ai vu que le leadership participatif serait le mieux adapté pour moi. Et dans ce parcours aussi entrepreneurial, dans ma vie professionnelle au bureau, dans mon engagement social, j'ai vu que le leadership participatif fonctionnait plus pour moi. Pourquoi? Parce que je privilégie la prise d'initiative. Je privilégie l'indépendance de mes coéquipiers. Je n'aime pas être celle qui choisit ou qui est devant. Bien vrai, en tant que leader ou chef, j'ai le dernier mot. Mais avant d'avoir le dernier mot, je permets à mes équipes de participer au processus décisionnel. Je permets à mes coéquipiers de collaborer et de proposer leurs idées. Je les laisse croire ou j'essaye de les aider à comprendre qu'ils sont une partie intégrale de la chose et que je ne suis pas, par exemple, je suis chef de projet. C'est pas parce que je suis chef de projet, je vous paie à la fin du mois que c'est moi, je vais vous dire où aller, quoi faire, etc. tout le temps, non. Je sais que je dois vous dire quoi faire, mais la manière dont je vais vous le dire, vous allez penser que c'est vous, vous êtes en train de faire, en train de prendre l'initiative. Et mon idée derrière, c'est que vous soyez indépendant. Lorsque je ne suis pas là, que vous n'ayez pas besoin de m'appeler ou de courir derrière moi, parce qu'il n'y a pas un leader derrière vous pour vous accompagner. Et secondo aussi, c'est pour que ces personnes sentent qu'ils sont importants. Et quand ils sont importants, ils auront plus d'énergie à donner, ils vont donner plus d'eux-mêmes parce que la plupart des gens recherchent la reconnaissance. Ils recherchent qu'on leur montre qu'ils sont aussi quelqu'un et ils ont aussi leur place. Et quand vous leur donnez ça, c'est plus facile pour eux de fonctionner. Donc, j'ai expérimenté premièrement ce leadership participatif dans le milieu associatif parce que j'ai commencé à militer vraiment dans le milieu associatif pendant longtemps et c'est ça qui a développé mon leadership avant que je rentre dans le milieu professionnel. Et avec mes équipes, aujourd'hui, comme j'ai dit, mon organisation qui est en train de devenir un centre a des équipes très dynamiques. Et quand on regarde à tout ce qu'on a fait et qu'on dit aux gens qu'on n'a pas de bailleur de fonds, les gens s'étonnent. Quand je présente les résultats de Femmes d'Impact, ceux qu'on a éduqués, ceux qu'on a accompagnés pour leur autonomisation, ceux pour qui on a trouvé du financement, les ateliers qu'on organise, c'est sur fonds propres avec une équipe d'à peine une trentaine de personnes, sur des cotisations en interne. Et on fait tout ça. Donc, j'ai une équipe depuis 5 ans qui fonctionne par volontairement. Parce que je les ai laissés prendre des initiatives. J'ai accepté qu'ils participent au processus décisionnel. J'ai accepté qu'ils participent à tout ce que je fais. Et je les ai laissés épouser ma vision et ne pas être la chef qui fait tout. Donc, j'ai vu que ça fonctionnait. Et quand j'ai migré dans le milieu professionnel, j'ai aussi continué avec ce leadership participatif et je vois que ça continue de fonctionner. Donc, je pense que c'est ce qui me sied le mieux. Peut-être, il arrive souvent qu'on parte sur le leadership autoritaire parce que, bon, parfois, il y a le mouton vert à côté, donc c'est difficile. Mais en général, je suis sur le leadership participatif. Mais bon, je me dis que c'est un peu... Enfin, je change carrément de registre. On n'a pas parlé de la vie personnelle, de la vie familiale. Okay. Comment est-ce que tu arrives à concilier toutes ces casquettes-là, en plus de la vie familiale? J'ai la grâce d'avoir un père et une mère très, je vais dire quoi, très présents, qui m'ont quand même laissé faire mes choix de vie et qui m'accompagnent dans tout ce que je fais. Par exemple, ma première activité d'autonomisation des filles mères. On a aussi parlé de santé sexuelle et reproductive. Ma mère est sage-femme. C'est elle qui était la formatrice de ces 100 filles-là. Elle est venue avec son équipe de sages-femmes et elles ont passé une journée avec ces filles mères-là. Elles ont fait du coaching et tout. Donc, j'ai
des parents qui me soutiennent dans ce que je fais. Et comme je vous disais aussi, au début, j'ai dit depuis petite, je voulais travailler avec mon père. C'est pourquoi j'ai choisi ce domaine de génie civil. Donc, ça montre qu'il y a cette relation que j'ai pu bâtir avec lui. Et c'est ce qui m'a permis même de tenir et de faire tout ce que je fais jusqu'à présent. Donc, c'est cette grâce-là que j'ai. Merci beaucoup à papa et à maman Merci. de nous soutenir. Oui. C'est bon pour toi? Moi, j'aurais une dernière question. Bon, ok. Comme on le disait déjà précédemment, tu es multitâche. Mais quelle tâche tu préfères? Celle de la chef au niveau de l'association ou celle de Chef génie de civil projet. ou encore de businesswoman? Est-ce que je peux choisir deux? Bon, un et demi. Bon, allons à Comme deux. c'est toi, Ou bien si c'est- une demi. ou bien si tu nous donnes des arguments Des convaincants. arguments convaincants, on Ok, est vous d'accord allez pour prendre deux. Vraiment, je dirais mon engagement social. Mon, on va dire le travail que je fais dans les organisations non gouvernementales, dans les organisations à but non lucratif. Parce que là, je suis en contact avec les gens. Et c'est ce qui me fait vivre. Parce que le milieu professionnel, le génie civil me donne de l'argent. Mon business me donne de l'argent. Aussi me permet de m'étendre, d'expérimenter le leadership, etc. De contribuer même au développement de mon pays à travers la construction de ce qu'on fait et tout. Mais ce qui me fait vivre, je ne sais pas comment je vais dire ça autrement, mais ce qui me fait vivre, c'est de pouvoir contribuer à améliorer la vie d'une autre personne. Et c'est ce que mon engagement social me permet de faire. Donc, quand je finis une activité et que je sais qu'après cette activité, il y a au moins une personne dont la vie sera améliorée, là, je vis et j'ai l'énergie pour aller au boulot le lundi, pour gérer. Ok. Bon, moi, j'aime bien la façon dont tu parles. On sent de la passion. On sent de l'envie de participer à l'éducation de celles qui n'en ont pas, de participer au changement de chaque femme qui souffre. Donc, pour moi, la question que j'ai à poser, c'est qu'est-ce que tu conseilles à chacun, à chaque femme, pour arriver à son autonomisation? C'est de prendre déjà les devants pour sa propre vie. Choisir pour sa propre vie. Beaucoup de gens laissent leur vie entre les mains de d'autres personnes, beaucoup de femmes surtout. Elles laissent leur choix de vie entre les mains de d'autres personnes. Donc je dirais pour une femme qui veut être autonome, qui veut arriver à un certain niveau d'autonomisation, qu'elle commence déjà par choisir pour elle-même. Et quand tu commences par choisir pour toi-même, certainement tu verras quel métier te convient le plus. Certainement tu verras quel type de formation faire. Parce que tu sais que tu as choisi pour toi et qu'on ne te l'a pas imposé. Et si tu échoues, tu sauras que c'est toi qui as fait l'erreur. Tu ne vas blâmer personne. Et si tu réussis, tu sauras que c'est toi qui t'es donné les moyens de réussir. Et tu seras reconnaissante parce que c'est toi qui t'es donné ces moyens-là. Donc je pense que la première chose à faire, c'est de choisir pour soi-même et de ne pas donner les rênes de sa vie à quelqu'un d'autre. Là, on est sûr qu'on pourra dire que cette femme est autonome ou elle est en train d'être autonomisée en greffe. Ok. Mais on voit dernièrement qu'il y a beaucoup, même pas que les femmes, mais même les hommes, il y a beaucoup qui choisissent pour eux. Par exemple, prenons quelqu'un qui vient d'avoir son bac, qui veut peut-être faire, je ne sais pas, qui veut faire du dessin. Ses parents vont lui dire non, ne fais pas le dessin parce que ce n'est pas un métier d'avenir ou ce n'est pas un vrai métier, va faire médecine. Et là, tu n'as pas le choix que d'aller faire de la médecine. Donc, dans ce cas-là, tu ne choisis pas pour toi-même. C'est vrai, tu ne choisis pas pour toi-même peut-être, mais il y a beaucoup de cas de personnes, beaucoup de cas de figure, des gens, on leur a imposé des formations, mais qui ont fini par faire ce qu'elles voulaient. Parce qu'on est dans la maison de papa et maman, si tu refuses, tu vas dormir où? Donc, il faut suivre ce que la personne dit déjà. Mais vous allez voir, je connais une comme ça.
on lui avait demandé de faire la médecine. Elle a commencé la médecine. Genre, elle aime la couture. Elle est fashionista, le stylisme et autres. Donc, les parents l'ont imposé de faire la médecine parce qu'elle était très bonne dans les sciences. Elle a commencé la médecine. Quand elle a commencé la médecine, elle dit vraiment ça ne lui plaît pas. Mais si elle change, ça va chauffer à la maison. Elle a continué, mais à la maison, elle avait ses fils et aiguilles et elle faisait des petites tenues à la maison, à la main. Elle avait commencé d'abord par les laines et autres, je ne sais pas comment on dit ça en français. Elle faisait les tenues en laine. Après, elle a commencé à coudre. Elle a tellement fait ça qu'avant la fin de ses années de doctorat, c'est son père qui a payé une machine à coudre pour elle à la maison. Et c'est elle qui coud les tenues de maman et de tout le monde à la maison. Donc actuellement, elle fait la médecine et elle fait aussi la couture à ses temps perdus. Et je suis sûre que lorsqu'elle aura le choix ou bien lorsqu'elle sera indépendante, c'est sûr qu'on entendra parler d'elle comme l'une des plus grandes stylistes du pays. Donc, celle-là, par exemple, elle a choisi, mais elle a été plus intelligente ou plus sage. Donc, on est dans une société où vous ne pouvez pas dire non à tout en même temps. Il faut concilier avec la famille. Pour celles qui sont mariées, par exemple, on ne peut pas te dire de ne pas te soumettre à ton mari. Nous, en tout cas, on ne peut pas te dire ça. Mais si tu es assez stratégique ou assez intelligente ou assez ambitieuse pour te dire que tu veux aller quelque part, tu finiras par choisir pour toi. Et la manière de choisir va obliger le reste à te suivre dans cette vision, je pense. Moi, je vais rebondir sur ce que tu disais et tout. Pour moi, je trouve peut-être que souvent les parents veulent juste miser sur la sécurité. Parce que, bon, on voit souvent que d'autres personnes, par faute de ne pas être plus cultivées sur ce qu'ils veulent faire, par finir, ils font rien. Et donc, moi, je me dis peut-être les parents incitent souvent, c'est parce que ils se disent qu'ils peuvent t'accompagner sur certains niveaux, sur une formation précise, ou encore qu'ils te voient encore mieux faire parce qu'ils te connaissent sur tel domaine ou tel domaine. Bon, pour moi, je me dis, c'est pas souvent grave, en fait, d'accepter ce que les parents disent, mais c'est comme tu l'as dit, il faut savoir concilier les deux. Avoir ta vision, mais aussi ne pas désobéir aux parents. Parce que à la fin de la journée, par exemple, celle que tu as donné l'exemple et tout, elle pourrait être médecin et couturière. Exactement. Et non, peut-être si, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, peut-être genre pendant qu'elle fait les petites activités et tout, elle ne sait pas quand elle sera formelle sur la couture, est-ce que ça va marcher ou pas, parce que le dehors est très dangereux. Et donc, moi, je me dis souvent, peut-être les parents mis sur la sécurité. Et après, généralement, même les parents, à un moment, quand ils sont face aux faits, tu as réussi, tu excelles dans ce que tu fais, tu sauras que genre, ils ne sont même pas contre toi, en fait, ils vont t'accompagner. Mais ils voulaient juste que tu aies un background sur quelque chose que tu peux faire après l'entrepreneuriat au cas là où ça échoue. Parce que bon, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Donc bon, pour moi, je me dis juste qu'ils ont misé sur la sécurité. Maintenant, je ne sais pas ce que ça peut impacter qui ou pas. Mais bon, ma prochaine question sera pour quelqu'un qui te suit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent, pour quelqu'un qui adhère à tes projets, pour quelqu'un qui veut être comme toi, disons ça, quels sont les conseils que tu pourrais donner pour chaque casquette que tu portes? Ok. Mais avant, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit pour les parents. C'est tellement vrai. Je ne pense, en général, c'est vrai, il y a des cas spécifiques, mais en général, les parents veulent le bien de leurs enfants. Il n'y a pas un parent qui ne voudra pas voir son enfant réussir. Maintenant, on est dans un monde tellement compétitif que les parents ont souvent peur. Donc, ils essayent de nous diriger sur un chemin plus facile, selon eux. Mais ils ne détiennent pas toutes les vérités. Donc, il ne faudrait pas que quand quelqu'un va m'écouter à dire « fais le choix de ta vie », tu refuses tout ce qu'on te propose à la maison. Non, les parents ne vont jamais choisir quelque chose de mauvais pour toi. Donc, soit tu discutes avec eux, soit tu essaies de concilier ou suis ce qu'ils disent. Peut-être ça aboutira. On n'en sait jamais. Donc, c'est très vrai ce que vous avez dit. Et notez bien qu'aucun parent ne veut du mal pour ses enfants. Donc, si les parents vous disent de faire quelque chose, réfléchissez, mûrissez ce qu'ils sont en train de dire. Peut-être vous découvrirez que ils ont même plus de sagesse et plus
de vécu, voilà. Il y a un proverbe, je ne sais pas si je vais un peu... On dit, l'enfant sait courir, ouais, c'est le jeune qui sait courir, mais le vieux voit plus loin. Il y a un truc comme ça, là. Il y a un projet, je ne sais pas si c'est en Morée ou quoi, ou qui... C'est un peu pour dire que les jeunes ont l'énergie pour faire les choses, mais l'aîné a tellement vécu qu'il sait déjà la fin de la chose. Donc, au lieu de courir rapidement pour aller, demande-lui le chemin et puis il va te montrer tout simplement. Tout simplement, Donc, il y a ça on peut aussi. résumer ça à l'expérience. Oui, C'est ça, c'est ça. exactement. Maintenant, à une personne qui me suit, donner des conseils selon les casquettes que je porte, c'est ça. Euh, pour le business, moi je dirais, chaque personne devrait pouvoir développer un petit quelque chose qui lui rapporte de l'argent. Donc, mais tout le monde n'a pas aussi cette capacité-là d'entrepreneuriat ou cette fibre de business, je ne sais pas. Pour quelqu'un qui traverse des situations difficiles, parce que moi je traversais des situations difficiles, c'est pourquoi je suis rentrée dans les affaires et ça a bien marché pour moi. Pour quelqu'un qui traverse des situations difficiles, regarde autour de toi ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que les gens aiment consommer? Par exemple, dans vos petits grains, vos petits groupes d'amis, qu'est-ce que les gens aiment consommer généralement? Qu'est-ce que les gens aiment porter généralement? Quelle est leur mentalité par rapport aux choses? Regarde, il faut étudier ton environnement et, et choisir là où te positionner pour être une solution. Et c'est cette idée-là qui va te rapporter de l'argent. Et c'est très facile pour faire ça. Il y a quelqu'un qui a une fois dit qu'on est dans une société où tout le monde est distrait. Donc, ceux qui ne sont pas distraits, c'est eux qui se font beaucoup d'argent. Donc, regarde à ton environnement, à ce que les gens consomment et propose ces choses-là à ces personnes. Ils vont l'acheter et tu auras quelque chose. C'est ce que j'ai fait avec mon business et ça a marché. Donc, ça, c'est le conseil que je peux donner. Il faut regarder à son environnement et se positionner. Au milieu professionnel, il faut être excellent dans son travail. Moi, je suis dans un domaine dit homme. Et jeune et femme, c'est compliqué dans le génie civil. Être jeune et être femme, c'est quand même compliqué. Et en plus, être un peu coquette comme moi, c'est encore compliqué parce qu'on suppose... Il y a pas mal de stéréotypes dans le génie civil. Donc, dans le milieu professionnel, ce qui peut t'aider à combattre ces stéréotypes-là, c'est la compétence, c'est l'excellence. On peut dire, non, c'est une femme, non, elle est jeune, mais dans ce travail-là, c'est elle seule qui peut faire. On est obligé de te dire de faire. On est obligé de te donner la casquette pour le faire. On est obligé de faire de toi chef. Tu es jeune, tu es femme, tu n'as pas ta place, mais tu es celle qui connaît. Forcément, on va te donner ta place. Donc, pour combattre les stéréotypes dans le milieu professionnel, pour gravir les échelons, il faut mettre en avant ses compétences et faire en sorte que ces compétences soient vues. Et c'est ça qui va combattre les stéréotypes et c'est ça qui va te permettre de te positionner et aussi s'entourer des bons mentors. Parce que ces mentors-là vont te positionner là où peut-être souvent tes compétences ne peuvent pas te positionner. Donc les compétences, la formation et les mentors et s'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est pour le milieu professionnel. En ce qui concerne ma passion pour l'engagement social, en ce qui concerne le milieu associatif, je dirais que tout le monde, si je dis tout le monde, peut-être quelqu'un va dire, ok. Je dirais que chacun devrait trouver le moyen de faire quelque chose pour améliorer la vie d'une autre personne dans la société. C'est ainsi qu'on va guérir tous ces maux et tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la société. Aujourd'hui, on parle de paix et de sécurité. Avec tout ce qui se passe, si chaque personne fait quelque chose de bien ou chaque personne fait une action positive dans cette société dans ce contexte de paix et de sécurité, on est sûr qu'on sortira très rapidement de ce fléau-là et de tout ce qu'on est en train de traverser. Et c'est dans les milieux associatifs que vous allez avoir des idées, vous allez avoir plus d'unité, plus de mains pour réparer les maux que la société, ces différents maux dont font face la société. Donc, militer dans les associations, ça apprend à être altruiste. Ça va vous apprendre le leadership pour votre milieu professionnel. Ça va vous apprendre qu'il n'y a pas que l'argent dans la société, il y a aussi les êtres humains. Et toutes ces différentes choses vont
je vais dire quoi, bâtir l'humanité en vous et on est sûr que la société deviendra beaucoup plus belle. Donc, trouve juste une association, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Si tu vas créer ton association, crée. Sinon, rejoins une association ou rejoins Femmes d'Impact. En tout cas, nous, on est là, on t'attend. Mais rejoins une association et commence à militer et tu verras que tu vas même découvrir des passions que tu n'avais jamais. Tu vas découvrir des talents que tu ne savais pas que tu avais et tu vas améliorer la société avec nous. Ok. Ah, c'est très bien dit en tout cas. Et bon, j'espère que pour ceux qui vont nous écouter, ils pourront en tirer un grand nombre de sagesse. Parce que tes mots sont vraiment bien dits. Parce qu'aujourd'hui, si chacun y met du sien, je pense que tout ira bien. Parce que c'est parce que moi, je refuse de faire quelque chose et que mon ami refuse de faire quelque chose que, ainsi de suite, il y aura toujours un problème dans notre groupe et ça va grandir. Si chacun met un peu, je pense que demain, on aura beaucoup. Et moi, je pense que j'ai plus de questions à mon actif. Je ne sais pas pour toi, Favoula. Moi, j'ai une petite question. Pour les femmes qui veulent faire comme toi, pour les femmes qui veulent impacter le monde de demain, ou pour les femmes qui veulent voilà, être dans des domaines dits en griffe d'hommes, quelles sont les formations que tu pourrais peut-être leur conseiller? Quels sont les acquis à forcément avoir pour pouvoir impacter? Ok, je dirais la gestion de projet. Il faut se former en gestion de projet. Si c'est parce que les différentes casquettes que je porte, vous allez voir que tout tourne autour de la gestion de projet, gérer des projets. Donc, se former en gestion de projet, déjà, leadership, non seulement déjà la formation de base. D'abord, on va commencer par ça, la formation de base, les études, un domaine spécifique où on te reconnaît, par exemple, l'ingénierie comme moi ou la médecine, peu importe. Donc, il y a déjà la formation de base formelle à faire et maintenant, ajouter les soft skills à tout ça. Et là, on parlera de leadership, on parlera de management. Donc, ces formations qui tournent autour des soft skills, ces formations qui tournent autour du fait de bâtir sa personnalité et de faire ressortir sa vraie personnalité, son leadership, toutes ces formations qui te permettent de te bâtir, toutes ces formations de développement personnel. Donc, leadership, management, gestion de projet, voilà, toutes ces prises de parole en public. Parce que si tu veux être une femme d'impact, on va te tendre le micro. Et si tu ne sais pas parler en public, si tu ne sais pas argumenter, c'est compliqué, on ne va pas te prendre au sérieux. Donc, la prise de parole en public, l'anglais. L'anglais pour côtoyer les autres cultures, pour savoir ce qu'on fait dehors, pour amener chez toi. Et c'est ce que moi j'ai fait. Tout a commencé par là. Donc, je parlerai en gros de ce type de formation-là, pour se développer soi-même personnellement, en plus de sa formation de base. D'accord. Je pense qu'on va tous mettre en pratique ce que tu as dit. On va tous aller chercher la formation là-bas. Là. Mais non, enfin, moi, j'ai plus de questions. Mais non, est-ce que tu as un mot de fin pour tous ceux qui t'écoutent? D'abord, dis merci à Toumdé. D'abord, dis merci à Toumdé pour l'opportunité. Merci à toutes ces personnes qui font quelque chose de plus pour améliorer la société. Et merci aussi à tous ces entrepreneurs, parce que tous ces développeurs de business, tous ces entrepreneurs, tous ces créateurs, ces startups et autres, c'est tout ça qui va positionner le Burkina de demain. C'est tout ça qui va nous amener quelque part. Donc, les entrepreneurs, on joue un très grand rôle dans la société. On est en train de créer des choses. Même si c'est petit, continuez à arroser cela. Et c'est cette petite graine-là qui va devenir ce grand arbre, qui va porter des fruits et tout le monde va en profiter. Donc, du courage à vous, du courage à nous. Et puis, merci. Merci. Merci en tout cas d'avoir pris du temps pour être là. C'est un honneur pour nous de vous accueillir. On a un petit truc qu'on fait à la fin de chaque interview. Okay. Donc, c'est le slogan de Toumdé qu'on dit tous ensemble. Ok. Toumdé, ta vision est ta boussole.